Good morning! T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu n'arrivais pas à prendre des photos intéressantes ou que tu aimes simplement parce que l'endroit était ennuyeux, tu n'avais pas la bonne lumière et il y avait plein d'autres paramètres qui n'allaient pas? J'ai remarqué à travers ma carrière de photographe qu'il y a des mythes qui sont perpétués dans la photographie avec lesquels je n'adhère pas du tout et qui nous empêchent justement de prendre des photos que l'on aime. Alors si tu es prêt, aujourd'hui on brise 4 mythes de la photographie ensemble et assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas louper le petit bonus qui va faire la différence sur le terrain. Le premier mythe, il m'est littéralement arrivé l'autre jour. J'étais dans cette situation. Je suis chez un ami, je veux aller shooter à l'intérieur de la ville et je lui demande « Tiens, comment est-ce que je peux y aller ?» Et il me dit tout de suite « Vas-y en voiture, c'est loin, il n'y a rien à shooter sur le chemin. » Je regarde, il y avait 50 minutes à pied, 10 minutes en voiture. Effectivement, ça me paraissait une bonne idée. Mais quand je l'ai entendu dire qu'il n'y avait rien d'intéressant à shooter sur le chemin, je me suis dit « Attends, il n'y a rien à shooter d'intéressant pour lui, mais est-ce que pour moi, il y a quelque chose d'intéressant ?» Du coup, je suis parti et j'ai fait cet exercice d'y aller à pied de manière intentionnelle, justement pour voir comment est-ce que je pourrais shooter un endroit qui n'est pas intéressant à ma manière. Et à ma plus grande surprise, à ma très bonne surprise, l'endroit était finalement, tout le chemin était extrêmement intéressant et avait plein d'occasions de photos pour moi. C'est un mythe que j'entends très souvent. J'entends souvent des gens me dire je suis dans un endroit qui est boring, qui n'est pas intéressant, il n'y a rien à shooter, c'est toujours la même chose. Et chaque fois, je rappelle à la personne que chacun a sa vision du lieu. La manière dont tu vas approcher un lieu et la manière dont je vais l'approcher vont être complètement différentes. Et le plus important, c'est pas de se dire qu'il n'y a rien d'intéressant, mais c'est de trouver ce qu'il y a intéressant à l'intérieur de ce lieu. Donc, moi j'étais sur un chemin, c'était une zone semi-industrielle, mais il y avait quand même des choses graphiques avec lesquelles je pouvais jouer des compositions, avec des éléments assez plats, des personnages avec qui je pouvais discuter pour créer des portraits. Et ce sont des choses que je pense tout photographe, tout amateur de photographie doit garder en tête. C'est comment créer un lieu qui me paraît anodin et intéressant. Et c'est en ça vraiment qu'on va s'amuser en tant que photographe. Donc si tu es dans un petit village, essaye de changer ta manière de percevoir ton village. Imagine que tu es un touriste américain arrivant dans ton petit village. Qu'est-ce que tu aimerais documenter? Comment est-ce que tu aimerais regarder les choses autour de toi? Est-ce que tu utiliserais un grand angle? Est-ce que tu utiliserais un objectif, un téléobjectif justement pour voir les choses, pour vous faire ressortir les détails? Toutes ces petites choses vont te permettre de rendre un lieu qui te paraît anodin, intéressant et avec des histoires. Peut-être par exemple si tu es dans un endroit où il y a un pub ou un bar, peut-être y aller au moment du coucher du soleil, au moment où les gens rentrent ou sortent de ce pub, tu vas avoir des ambiances différentes. Peut-être qu'en hiver ou en automne avec une brume, tu vas avoir une ambiance différente dans plein été. Bref, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de cultiver lorsque l'on pratique la photographie. Ça va être d'essayer de trouver un moyen de rendre tous les endroits intéressants. Même cet aéroport dans lequel je suis en ce moment même en transit. Le deuxième mythe, c'est que la lumière n'est pas bonne. La lumière est trop forte, on est en plein milieu de la journée et c'est pas un bon moment pour shooter. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Alors pourquoi? Simplement parce que avoir une lumière extrêmement directe, extrêmement forte sur son lieu de photographie va pouvoir nous permettre de faire des choses qui ne seraient jamais possibles d'habitude. Comme quoi, tu me demandes? Eh bien, simplement comme jouer avec des ombres, créer une certaine géométrie dans une image que l'on n'aurait pas notamment. Comme tu peux le voir dans ces images, ce sont des images que j'aurais été incapable de créer si je n'avais pas cette lumière extrêmement dure avec laquelle travailler. Alors, comment faire si tu te retrouves dans des situations avec une lumière extrêmement dure, un petit peu comme maintenant si tu regardes dehors? Eh bien tout simplement, la première chose à se rappeler, c'est que c'est avec cette lumière extrêmement dure que tu vas pouvoir avoir des formes géométriques bien définies. Tes ombres vont être extrêmement tranchantes et définies, ce qui va te permettre de jouer avec la géométrie, avec les ombres sur le terrain, c'est-à-dire littéralement de te porter juste sur les ombres et non pas sur le sujet, ce qui permet d'accentuer, d'ajouter un impact et de changer l'ambiance de ton image. D'ailleurs, je te conseille d'aller au même endroit avec différents types de lumière pour apprendre à gérer un petit peu les différentes situations et voir comment tu peux utiliser chaque situation pour raconter une histoire différente en fonction de la lumière présente. À savoir que le cauchemar de tous les photographes, ça reste d'avoir une lumière très forte, mais avec un espèce de voile nuageux qui fait que la luminosité est telle que tu as les yeux plissés en permanence, mais tu n'as pas une lumière extrêmement directe. Alors, que faire dans cette situation-là? J'aime bien utiliser finalement cette ambiance lumineuse pour créer des choses qui ont l'air un peu mystérieuses, un peu mystiques, c'est-à-dire avec les hautes lumières qui sont un peu cramées. Comme tu peux le voir dans ces photos que j'ai prises l'autre jour à Los Angeles, on avait vraiment ce ciel un petit peu
tombant, blanc, qui simplement brûlait tout ce que je prenais en photo. Et j'ai essayé autant que possible de jouer avec ça comme élément support pour des photos qui ont un air un petit peu plus mystique ou on va dire science-fiction d'une certaine manière. Avant que je passe au troisième mythe, si tu ne me connais pas, je tiens à me présenter. Mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe d'aventure et de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, pour apprendre à développer ton œil de photographe, pour que tu prennes des photos que tu aimes, quel que soit ton matériel. Il y a un petit lien dans la description si ça t'intéresse. Et je partage sur cette chaîne YouTube des tutoriels et des aventures photographiques. Donc abonne-toi pour voir la prochaine vidéo. Et si tu aimes celle-là, laisse-lui un petit pouce. Maintenant, passons au troisième mythe. Le troisième mythe, c'est le mythe du contre-jour. Et là, on a beaucoup de choses à se dire parce que le contre-jour, on nous dit souvent quand on commence la photographie, il ne faut jamais prendre de photos à contre-jour. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça quand tu étais jeune ou même peut-être récemment, mais c'était vraiment une idée reçue qui était circulée tout le temps, en permanence. Et là, perso, je ne suis pas du tout d'accord. Le contre-jour peut être un atout incroyable. Premièrement, tu vas pouvoir prendre deux types de photos différentes. Des photos où tu vas avoir une silhouette, c'est-à-dire que tu vas exposer pour ton arrière-plan et tous tes sujets seront silhouettes, un petit peu comme moi maintenant pendant que je suis en train de parler. Ou deuxièmement, tu vas pouvoir t'amuser justement à exposer pour ton sujet et avoir l'arrière-plan un petit peu cramé, ce qui peut très bien marcher lorsque tu as la source lumineuse juste derrière ton sujet. Si tu te rappelles, j'avais fait une vidéo dédiée en parlant de l'effet que j'adore utiliser pour les portraits, qui est de mettre le soleil juste derrière la tête du sujet. C'est littéralement l'exemple parfait du contre-jour que l'on fait, que les gens nous disent de ne pas utiliser en général, mais qui pour moi est parfait. Et l'autre jour, je discutais avec un très bon photographe qui s'appelle Ahmed, avec qui je discutais et je lui dis tiens c'est marrant, il y a des gens qui me disent on peut pas shooter à contre-jour, et il me dit c'est rigolo parce que tous mes portraits, toutes mes photos, en général, je les prends à contre-jour autant que possible avec le soleil derrière le sujet. Et c'est vraiment une méthode que j'adore. Donc à tous ceux qui disent que le contre-jour ne marche pas, pensez aux silhouettes et aux portraits qui rajoutent une certaine chaleur, une certaine diffusion et un attrait pour l'image. Bien entendu, si tu veux voir tout ce qu'il y a dans l'arrière-plan et voir ton sujet, peut-être qu'il va falloir faire un petit peu plus comme chercher un flash ou autre chose. Mais encore une fois, des fois, less is more, c'est-à-dire moins on est capable de lire l'image et plus on est capable de lire l'image. Et maintenant, le quatrième mythe, numéro 4, c'est qu'il faut protéger les hautes lumières. Et oui, c'est un mythe qui revient très souvent, c'est qu'il ne faut pas cramer son arrière-plan. Il faut récupérer toute l'information qui est dans le ciel, il faut tout récupérer autant que possible et surtout les retravailler après. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a énormément de photos qui justement ont besoin que l'on crame les hautes lumières. Alors pourquoi? Dans certains cas, pour les portraits dont je parlais à contre-jour, où tu vas avoir ton arrière-plan qui va être un peu cramé parce que ta source lumineuse est derrière et justement tu vas exposer par la partie qui est dans l'ombre, ou simplement tu vas avoir des photos qui sont assez minimalistes, qui ont besoin d'avoir un arrière-plan relativement blanc pour avoir tes silhouettes qui ressortent bien. Donc récupérer de l'information partout dans ta photo n'est pas toujours une bonne chose. Au contraire, cela peut distraire ton spectateur, la personne qui regarde ton image, de ton sujet et du message que tu veux faire passer dans ton image. C'est un petit peu comme aller dans un musée. S'il y a 10 000 choses à regarder, ben, tu ne vas rien regarder. Mais si sur le mur, il n'y a qu'un seul tableau, eh ben, tu vas le regarder tout de suite et tu vas te concentrer dessus. Donc, pense un petit peu, quand tu vas faire tes photos, un petit peu de la même manière qu'un peintre, pense vraiment à tous les éléments que tu veux mettre dedans. Et si tu as des éléments qui sont suréclairés en arrière-plan, ce n'est pas un problème. Tu peux laisser ton arrière-plan suréclairé, avoir l'arrière-plan un peu cramé et vraiment te concentrer sur le personnage qui est à l'avant ou sur l'ambiance que tu cherches à donner. Par exemple, quand j'étais dans le centre-ville de Los Angeles, avec cette lumière très forte et avec la couverture nuageuse, eh ben, j'étais incapable de récupérer l'information dans le ciel, mais ça ne m'intéressait pas dans ces cas-là. Ce que je voulais, c'était de travailler avec les différents sujets, avec l'architecture du bâtiment en lui-même et les rues. Alors maintenant, j'ai un petit bonus pour toi pour vraiment te forcer à prendre des photos que tu aimes et à vraiment travailler un peu plus. Mais avant ça, n'oublie pas, j'ai une petite fiche de réglage qui est gratuite que tu peux télécharger, elle est dans la description et ça peut t'aider sur le terrain à trouver les bons réglages et à te donner quelques conseils si jamais tu es en manque d'inspiration. Mon petit bonus, ça va être simplement de ne pas chercher à avoir trop de temps pour faire de la photo. C'est-à-dire qu'il y a bien souvent le mythe du « j'ai pas le temps de faire de la photo ». D'accord? Je suis en train de regarder une vidéo YouTube, du coup je ne peux pas prendre des photos, tu vois?
Et en fait, ce que j'ai remarqué, et notamment sur ce voyage dernièrement, c'est qu'il y a toujours des petites occasions de travailler sa photographie. C'est-à-dire de prendre son appareil avec soi, et même si on n'a pas l'intention, même si on doit marcher, même si on doit aller à un meeting, même si on doit aller voir des amis, c'est de s'arrêter si l'on voit une belle lumière, si on voit une plante qui nous intéresse, si on voit un petit sujet qui nous intéresse, et prendre juste une photo sur le moment. Tout comme j'aurais pu ne jamais faire cette vidéo, parce que je n'avais pas la bonne condition, parce que j'ai essayé de le faire dans le studio, après ça n'a pas marché, etc. Je me suis dit, mieux vaut le faire, mieux vaut travailler là-dessus et le faire maintenant que jamais. Donc, comme disait ma femme, lorsqu'on était en tour du monde et que j'arrêtais pas de louper des plans parce que je me disais que j'allais le faire le lendemain, do it while you can. Fais-le lorsque tu as la possibilité de le faire. Prends ces 2, 3, 4, 5 minutes en plus au cours de ta journée pour travailler sur ta photographie afin que tu puisses prendre des photos que tu aimes. Et bien souvent, ce sont ces petites photos anodines au milieu d'une journée qui, pour moi, me parlent beaucoup parce qu'on a moins la pression justement de sortir un chef-d'œuvre lorsqu'on se dit je vais faire que de la photographie. On manque un petit peu des fois l'essentiel qui est finalement de vivre avec l'instant et de documenter ce qui nous arrive de manière assez magique dans le tous les jours. Bon, maintenant c'est la saison des fêtes, il va y avoir plein de choses à acheter, mais fais attention, j'en ai pas parlé, mais du nouveau matos ne veut pas dire des meilleures photos. Investis dans tes talents, dans un voyage, dans un workshop, et ce sont étant dit, sors, va prendre des photos et c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. Et voici 2 petites vidéos pour te faire aller un petit peu plus loin dans tes réglages et réussir tes photos plus facilement. Allez, ciao!